Bonjour à toutes et à tous. Normalement, j'aurais dû faire cette conférence sur le déclin des insectes le 4 janvier dernier, dans le cadre de nos réunions de la section d'entomologie, mais elle a été annulée en raison des conditions sanitaires. Celle du mois de février a été annulée également. J'ai donc décidé d'enregistrer cette conférence et de vous la proposer en vidéo. Et voilà. Et donc, je vais vous parler maintenant du déclin des insectes en partageant mon écran. Juste une seconde que je mette ça en place. Voilà. Je pense que vous voyez maintenant mon écran. Donc, le déclin des insectes, causes et conséquences. Nous perdons la discussion en direct et les questions, le dialogue possible avec vous, mais vous pourrez toujours m'envoyer des mails, des messages sur l'adresse qui est indiquée ici en bas, et j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes possibilités. Je vais mettre mon pointeur de façon lisible. Voici mon adresse. Très bien. Donc, ce déclin des insectes a donné lieu depuis déjà pas mal de temps à toute une quantité de publications, d'abord dans les journaux grand public, mais aussi les publications scientifiques. Donc, vous en avez quelques exemples ici et je n'insiste pas. Également, à l'occasion d'ouvrages, vous avez ici les ouvrages de nos collègues français. Il faut sauver les insectes, l'adieu aux insectes. Le livre de Stéphane Foucard et Le monde devint silencieux. Et également, en langue anglaise, vous savez que tout le développement des mouvements écologistes a démarré avec cet ouvrage de Rachel Carson, Silent Spring, qui existe maintenant en livre de poche en français. Vous pouvez le retrouver. Et puis, très récemment, l'ouvrage de l'entomologiste Dave Goulson, Silent Earth, qui a été publié il y a quelques mois. Alors, comme un certain nombre d'entre vous ne sont pas entomologistes directement, je vais faire quelques rappels avant de parler directement du sujet du déclin des insectes. Donc, quelques rappels. Alors, d'abord, le règne du vivant ou les règnes du vivant, pour essayer de bien mettre les choses en place. Vous voyez ici un arbre, une classification phylogénétique du vivant avec le monde des bactéries, le monde des archées ou archéobactéries, et puis le monde des eucaryotes, c'est-à-dire de tous les organismes qui ont des cellules, dont les cellules ont un noyau, eucaryotes. Et parmi ces eucaryotes sont signalés avec une étoile rouge, ici ou là, les eucaryotes pluricellulaires, avec ici en vert les végétaux, ici en jaune les champignons, et ici on aurait les animaux. Alors vous voyez que nous sommes en fait noyés dans un monde d'organismes unicellulaires extrêmement important. Dans le domaine des animaux pluricellulaires, vous savez qu'ils se divisent en embranchements. Il y a une trentaine d'embranchements dont vous en avez seulement quelques-uns ici. Et parmi ces embranchements, celui qui va nous intéresser est celui des arthropodes que vous avez ici. Alors, qu'est-ce qu'un arthropode? Arthro, articulation, pod, pied. Ce sont tous ces organismes, en fait, qui ont un corps segmenté dans lequel on reconnaît des articles, dont les appendices pairs sont aussi segmentés avec différents articles. Ces organismes ont une symétrie bilatérale et surtout, et on le voit bien avec ce homard, un exosquelette chitineux, rigide, extrêmement important, qu'on revoit ici en coupe. Le corps est à l'intérieur de cet exosquelette. À cause de cet exosquelette, la croissance est extrêmement limitée. L'exosquelette est rigide et l'animal enfermé dans son squelette ne peut pas accroître sa taille. Et donc, j'ai entendu quelquefois dans nos balades des
des remarques du style ah ben, cet insecte est tout petit, il va grandir. Non, un insecte adulte ne va pas grandir parce qu'il est dans son exosquelette et il ne peut pas en changer. En fait, la solution, au cours du développement de ces insectes, c'est de changer d'exosquelette au fur et à mesure de la croissance sous forme de mues successives. Par exemple, pour cette punaise ici, vous avez un œuf et vous avez toute une série de stades larvaires et l'organisme, à chacune de ces mues, va sortir de son exosquelette, grandir rapidement, constituer un nouvel exosquelette et ainsi de suite. Et à la fin, au dernier passage, à la dernière mue, si vous voulez, au moment où l'insecte adulte va sortir, il aura ses ailes et il aura surtout les organes génitaux développés pour la reproduction, mais à partir de ce moment-là, cet insecte ne pourra plus grandir. Les mues, vous les connaissez à travers ces images extraordinaires, cette cigale qui sort de sa larve, qui est montée le long d'un arbre, et vous voyez ça au début du printemps, ici dans nos régions, ou cette photo de Marcel Huguet, où vous avez cette larve de libellule qui est montée sur une herbe au bord d'une mare, et la libellule adulte va en sortir. Et pensez également, si on veut parler ici des métamorphoses, à ce qui se passe dans le monde des papillons. La larve du papillon, c'est une chenille, et donc cette chenille va donner naissance, entre guillemets, à un papillon adulte. Et cette transformation de chenille en papillon, c'est ce qu'on va appeler une métamorphose, la métamorphose se faisant dans ce cas-là au sein d'une chrysalide. La classification des arthropodes, donc l'embranchement des arthropodes est divisé en deux sous-embranchements, les proarthropodes, on ne va pas insister là-dessus, et les euarthropodes. Cette désinence E, ce sont les arthropodes véritables, les vrais arthropodes, dans lesquels on reconnaît la superclasse des trilobites. Ce sont des fossiles qui sont caractéristiques du monde primaire. Il y a la superclasse des chélicérates, dans laquelle vous connaissez déjà les araignées et les autres acariens, mais aussi les scorpions. Et puis la superclasse des mandibulates. Mandibulates, donc ces organismes qui ont des mandibules, vous voyez ici sur une tête de cicindèle des mandibules très puissantes, et donc qui ont des mandibules, et en même temps que les mandibules, ils ont une paire d'antennes. Alors on dit mandibulate ou antennate, et dans laquelle on retrouve les crustacés, mais aussi les crustacés, c'est-à-dire le homard qu'on vient de voir, mais aussi les écrevisses, les langoustines, les langoustes, etc. Il y a la classe des myriapodes. Chez les myriapodes, ce sont les scolopendres, les mille-pattes, les iules, etc. Et puis la classe des insectes qui nous intéresse ici. Alors un insecte, très rapidement, rappelez-vous, c'est divisé, le corps est divisé en trois parties, la tête, qui va porter les yeux, qui porte aussi les antennes et les pièces buccales, le thorax, qui est composé de trois articles portant chacun une paire de pattes, donc 3 paires de pattes, 6 pattes pour les insectes, mais les second et troisième articles portant aussi une paire d'ailes. Donc les insectes peuvent avoir 2 paires d'ailes, mais il y a des exceptions puisque cela peut être réduit à une seule paire d'ailes, et parfois même aucune aile dans le cas des insectes aptères. Et toujours divisé en segments, l'abdomen qui va contenir tous les organes de cet insecte, de l'animal, sur lequel on va retrouver des trous qui sont des trous respiratoires, les stigmates, et à l'extrémité de l'abdomen, les organes reproducteurs. Voilà ce qui caractérise les insectes par rapport aux autres arthropodes. Un autre point important, toujours avec l'aide de quelques photos de notre collègue Henri-Pierre Aberlinck, magnifique photo, les insectes sont beaucoup plus nombreux que nous sur la Terre. Alors, regardez la classe des insectes, si on regarde par rapport à l'ensemble des êtres vivants connus, des organismes vivants, les insectes représentent environ 57% de tous les organismes vivants. On connaît à l'heure actuelle à peu près 1 200 000 espèces,
c'est entre 1 million et 1,5 million espèces qui sont déjà décrites, dénommées par les entomologistes, et il en existe peut-être 10 fois plus. On ne sait pas exactement, mais on est loin de connaître l'ensemble du monde des insectes. En France, ce sont 45 000 espèces qui sont déjà répertoriées, connues, dénommées, et pensez que en relation avec ce chiffre ou en parallèle avec ce chiffre, pour les vertébrés, c'est moins de 45 000 espèces sur l'ensemble de la Terre. Sur l'ensemble de la Terre, alors que c'est 45 000 espèces d'insectes pour la France seulement. Et un autre chiffre tout à fait extraordinaire, c'est qu'on considère qu'il existerait alors en nombre d'individus à peu près 1 milliard d'insectes pour chaque être humain sur cette Terre. Je vous laisse faire le calcul. Donc les insectes en France, on a dit 45 000 espèces d'insectes, et en France, c'est environ 500 espèces de vertébrés. Donc autant les vertébristes peuvent connaître à peu près toutes les espèces qui existent dans leur famille d'intérêt, les entomologistes, il est impossible de connaître les 45 000 espèces. C'est pourquoi les entomologistes se spécialisent dans un ordre ou dans une famille plus précise d'insectes. Ces 45 000 espèces se divisent en coléoptères, 9 600 espèces en France, les hyménoptères, 8 000 espèces environ, les diptères, mouches, 6 500 espèces, les lépidoptères ou papillons, plus de 5 000 espèces, les hémiptères ou punaises, 3 550 espèces, etc. Ce tableau vous donne une idée de la répartition, effectivement, de ces insectes, insectes parmi les différents ordres que l'on connaît. Maintenant, les insectes sont beaucoup plus anciens que nous sur la Terre, ce qui explique cette mise en place d'une biodiversité absolument extraordinaire chez les insectes. Alors, rappelez-vous, les premiers arthropodes connus étaient marins. On retrouve cela dans un ouvrage de Stephen Jay Gould en 1989, La vie est belle, où il parle de toutes les recherches qui sont menées dans les schistes de Burgess au Canada. Et donc les fossiles qui ont été trouvés là remontent à environ 450 millions d'années. Les arthropodes ont aussi été les premiers animaux terrestres. Vous avez ici quelques représentations d'arthropodes amphibies allant dans l'eau et venant sur Terre, mais aussi des scorpions, des animaux plus terrestres, comme ce scorpion fossile ou ce mille-pattes fossile. Au Carbonifère, donc à la fin de l'ère primaire, les scorpions et les myriapodes, parmi les arthropodes, sont des animaux terrestres. On connaît même à cette époque les plus grands invertébrés terrestres de tous les temps qui avaient 2,60 m de longueur. Et on en voit ici un exemplaire ou une représentation, un dessin, une représentation. Et ici, les traces qui ont été retrouvées, les traces du déplacement de ces animaux sur le sol, sur la roche. Mais récemment, un énorme myriapode comme celui-ci, Arthropleura, qui a vécu il y a environ 326 millions d'années, donc toujours au Carbonifère, a été découvert en Angleterre et il mesurait 55 cm de large et jusqu'à 2,63 m de long. Il devait peser un poids de 50 kg et vous pouvez retrouver toutes les informations à ce sujet sur ces sites web. Et c'est toujours à cette époque du Carbonifère que les insectes ont appris à voler. On retrouve en effet dans des couches fossiles du Carbonifère des libellules de ce type-là qui ont 60 à 70 cm d'envergure, donc des insectes absolument extraordinaires en taille. Enfin, on disait une biodiversité absolument extraordinaire. Les insectes ont envahi pratiquement tous les milieux. On retrouve des insectes en montagne, on trouve des insectes dans le monde aquatique, il y a des insectes aquatiques qui vivent dans l'eau, on a des insectes dans les forêts tropicales, on a des insectes qui résistent et qui vivent dans les déserts les plus chauds, le désert du Namib au Sahara,
On a des insectes qui vivent sous terre dans les grottes et on a aussi des insectes qui sont parasites et qu'on va retrouver à l'intérieur des vertébrés comme cette vache. Mais on a aussi des insectes. Alors, on a très peu d'insectes dans le milieu marin. On va en retrouver, bien entendu, sur les côtes, sur les bords de mer, mais il y en a très, très peu connus dans le milieu marin proprement dit. Les insectes représentent la plus importante biomasse dans les forêts tropicales. À titre d'exemple, en Côte d'Ivoire, dans les savanes, on a dénombré 7000 colonies de fourmis par hectare et donc 20 millions d'individus par hectare. Si bien que lorsqu'on représente ici la bordure d'une forêt, la bordure savane-forêt, on va retrouver cette image. Les vertébrés sont représentés, les mammifères, par cette panthère ici en tout petit, les reptiles ici aussi petits, les oiseaux, on n'en parle pas, les batraciens ici en tout petit, et les araignées, donc les arachnides, sont représentés ici. Et on a l'échelle des fourmis ici, l'échelle des papillons, et en parallèle dans le sol l'importance aussi d'autres invertébrés comme les vers de terre. En Amazonie, un tiers de la biomasse animale terrestre est représentée par les fourmis, 8 millions d'individus à l'hectare, mais aussi par les termites dont on dénombre à peu près 1 million d'individus à l'hectare. Ces insectes jouent des rôles essentiels dans le fonctionnement des réseaux trophiques. À la base des réseaux trophiques, il y a toujours les producteurs primaires de matière organique, les végétaux chlorophylliens, qui vont fabriquer de la matière organique à partir de l'énergie du soleil grâce à la chlorophylle. Et à partir de ces végétaux chlorophylliens, on va retrouver des phytophages comme cette chenille ou toutes ces chenilles qui vont dévorer des végétaux. Il va y avoir des insectes zoophages prédateurs, qui vont se nourrir d'autres insectes. On a des insectes qui sont nécrophages, qui s'occupent de tous les cadavres à la surface du globe et qui jouent un rôle écosystémique important puisqu'ils vont faire disparaître ces cadavres. D'autres vont faire disparaître les matières fécales, les bousses de vache, les crottins. Vous connaissez les bousiers. Et puis, on retrouve toute une série d'insectes dans le sol, des insectes saprophytes et qui vont aider les champignons à reminéraliser cette matière organique pour en refaire de la matière minérale. Donc, les insectes participent au réseau trophique et au cycle de la vie partout, sur tous les écosystèmes. Arrivons maintenant au sujet de notre discussion, de notre conférence, avec le déclin des insectes et avec des dessins, là, des peintures magnifiques de Bernard Durin dans un ouvrage intitulé « Les insectes ». Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de conférence, en fait, ce déclin des insectes a été observé il y a bien longtemps par les entomologistes qui sont sur le terrain, et notamment par les entomologistes amateurs qu'on va retrouver dans toutes les associations d'entomologie comme la nôtre et qui avaient observé depuis bien longtemps cette disparition des insectes. On retrouve ces informations dans les ouvrages que j'ai indiqués au début, notamment ceux de notre collègue Vincent Albouy, mais aussi avec d'autres collègues dont je recherche le nom ici. Je vais vous indiquer ça. Voilà, Denis Richard et Pierre-Olivier Macquart. Si vous retrouvez ces ouvrages, vous verrez un petit peu l'importance qu'il y avait de ces observations des entomologistes amateurs. Et en fait, on a commencé réellement à en parler dans les médias à partir du moment où des scientifiques se sont intéressés et ont publié des articles scientifiques dans les grandes revues. Alors, ça a d'abord démarré dans notre région en 2014, puisque un collègue hollandais, Martin Bijleveld van Lexmand, qui habite à côté de Notre-Dame de Londres, avait à l'époque, ayant observé la disparition des papillons dans la garrigue autour de Montpellier, avait réuni autour de lui toute une série de chercheurs de différentes nationalités pour rassembler l'information à ce sujet. Ils ont fait un petit peu le même travail qu'a fait le GIEC pour
pour le climat, c'est-à-dire ils n'ont pas fait de recherche directement eux-mêmes, mais ils ont rassemblé toute l'information qui était disponible dans la littérature scientifique. Et cela a été publié en 2014 avec ces deux publications montrant, expliquant que c'était quelque chose qu'on pouvait montrer sur le plan scientifique, montrer ce déclin des insectes. Et très rapidement, quand ils ont regardé l'évolution au cours du temps, ils se sont aperçus que le lien direct entre la disparition des insectes ou le facteur le plus important, ça a été la mise sur le marché des insecticides de type néonicotinoïdes qui ont été vraiment le point de départ d'une disparition vraiment importante. Et ensuite, après ces premières publications, il faut attendre 2017 et cette publication qui est apparue dans PLOS ONE, la publication de Hallmann et collaborateurs, qui vivent dans la région, en Allemagne, dans la région de Krefeld et qui appartiennent à une société entomologique locale, la Krefeld Society. Et chose extraordinaire, ces chercheurs ont pu analyser les données accumulées pendant 27 ans dans tout un réseau de pièges, pièges de type malaise comme celui-ci, qui ont été mis dans des réserves dans le sud de l'Allemagne. Et en fait, ils ont regardé sur ces 27 ans, ils ont évalué la biomasse des insectes capturés en fonction du temps. Et lorsqu'on regarde les résultats finaux, on ne va pas tout détailler, mais vous avez ici la biomasse en fonction du temps sur ces 27 ans, entre 1990 et 2017. Et vous avez cette chute drastique. Cette chute drastique a été évaluée à 75%. Donc sur 27 ans, ils observent une baisse de la biomasse des insectes capturés dans ces pièges malaises, diminution de 75%. C'est absolument incroyable. Et lorsqu'on regarde maintenant sur ce graphique en fonction des mois, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, la biomasse, on s'aperçoit ici, vous avez en bleu les observations de l'année 1989 et en orange celle de l'année 2016. On voit bien qu'il y a une chute importante de biomasse. Cette chute importante, elle est plus importante pendant les périodes d'été, où il y a beaucoup plus d'insectes sur le terrain, que pendant les périodes hivernales ou automnales. Mais donc, on voit bien cette différence extraordinaire entre 1989 et 2016. Et donc, c'est en fait cette publication datant de 2017 qui a été reprise dans tous les grands médias, qui a été présentée sur les plateaux de télévision, et à partir de laquelle on a vraiment parlé du déclin des insectes avec ce chiffre de 75%. D'autres chercheurs, et notamment Dave Gulsman, dont on a vu l'ouvrage tout à l'heure en début de présentation, travaille lui essentiellement sur les papillons, et donc il a observé sur une période de 10 ans, 1976 à 2016, pardon, 10 ans, 20 ans, la baisse des papillons dans la région sur laquelle il travaille. Et lorsqu'on regarde ici les papillons qui sont, on va dire, généralistes qu'on va trouver dans les prairies, on observe une baisse d'environ 46% de ces populations de papillons dans cette zone-là, dans cette catégorie-là. Si on regarde maintenant les papillons qui sont, on va dire, spécialisés, qui vivent dans des habitats bien particuliers, qui ont donc une écologie tout à fait particulière, la baisse de ces espèces est beaucoup plus importante, 77%. Je disais tout à l'heure, pardon, 20 ans, c'est 30 ans, hein, 76, 86, 96 et 2016, c'est alors attendez, 40 ans. On va refaire les calculs. Suite à ces travaux, on en a d'autres encore
ceux-là sont basés sur une période d'observation effectivement de 10 ans. Ils ont été publiés dans la revue Nature et ils ont analysé la baisse de ces espèces d'insectes, à la fois dans les milieux forestiers et dans les milieux de prairies. Alors, si on regarde au niveau des forêts, la baisse de biomasse, elle est d'environ 41%. Les forêts, c'est ici en orangé, et les prairies, les données des prairies sont en bleu. Donc, pour les forêts, on a une baisse de biomasse de 41%, et pour les prairies, on a une baisse de biomasse de 67%. Okay. Si on regarde l'abondance des insectes, en zone de forêt, là où ils ont travaillé, on a une baisse qui n'est pas significative, statistiquement non significative en zone de forêt, alors qu'en zone de prairie, la baisse a été de 78%. 78%. Et si on regarde maintenant le nombre d'espèces en zone de forêt a baissé de 36%, alors que dans les prairies, elle a baissé de 34%. Sur ce graphique-là, où on avait les données de diversité gamma, c'est-à-dire le nombre total d'espèces sur l'ensemble des données, on voit la baisse au niveau forestier et au niveau des prairies sur l'ensemble des spots qui ont été étudiés. Il y avait 30 spots en zone de forêt et 150 en zone de prairie, et tout cela a été observé également en Allemagne. Un reproche est souvent fait aux études que j'ai montrées précédemment en disant que ce sont des études qui sont très localisées, et qu'à partir de ces études, on ne peut pas les généraliser à l'ensemble du monde entier. C'est pour ça que ses collègues, Sanchez Bayo et Vickwis, en 2019, en fait, ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Ils ne se sont pas basés sur des résultats d'une seule région, d'une seule zone, mais ils ont analysé 653 publications sur 40 ans. Et donc, 73 études portent sur l'ensemble des continents. Et ils arrivent à cette conclusion incroyable que 40% des espèces pourraient disparaître dans les prochaines décades. Alors, concernant les insectes, on voit que les disparitions les plus importantes sont vues chez les trichoptères, qui sont des insectes aquatiques, 53% chez les papillons, 49% chez les coléoptères, 46% chez les abeilles. Quand on dit abeille, c'est aussi bien l'abeille domestique que toutes les abeilles sauvages. On a les éphémères ici, les libellules et les plécoptères. Chez les diptères, seulement 25%. Ils résistent un petit peu mieux à ce déclin. Et donc, au cours de ces 40 années, ils ont observé que la population globale d'insectes a chuté de 41%, en fait, au cours des 10 dernières années. 41% au cours des 10 dernières années. Et donc, c'est à mettre en relation avec le chiffre de 75% de l'étude de Hallman. Les 75%, c'était vraiment dans un endroit très localisé, alors que lorsqu'on fait cette méta-analyse au niveau global, au niveau du monde, le chiffre chute à 41%. Mais quand même, 41% des insectes disparaissants, c'est absolument énorme. Dans la même étude, ces auteurs ont regardé la proportion du déclin en fonction des pays. En Europe, on est à peu près à 40-45% de déclin. C'est un petit peu plus en Angleterre, 60%, en Amérique du Nord, 50%, et sur l'ensemble des autres pays analysés, c'est plutôt autour de 20%. Et si l'on regarde maintenant en fonction des ordres d'insectes, ces différents ordres d'insectes, pour les coléoptères, on est à peu près à un taux annuel de déclin de 2%, chez les hyménoptères 1%, pour les lépidoptères on est à près de 2%, et pour l'ensemble de la biomasse on est autour de 2,5%. Dans la même étude, ces auteurs ont également cherché quels étaient les facteurs les plus importants pour expliquer ce déclin des insectes. Et parmi ces facteurs, déclinés ici en fonction des ordres d'insectes, on a le changement d'habitat.
c'est-à-dire la déforestation, c'est-à-dire l'urbanisation, l'assèchement des zones humides, etc. Toute la destruction de l'habitat des insectes, mais aussi la pollution, mais aussi les traits biologiques qui vont expliquer qu'en fonction des caractéristiques des insectes, certains vont disparaître, certains traits vont faciliter leur déclin, et aussi le changement climatique qui joue donc un certain rôle. On retrouve plus en détail ces facteurs importants du déclin sur ce graphe, avec ici, on voit en premier l'agriculture intensive. L'agriculture intensive qui fait que les agriculteurs vont utiliser des quantités d'intrants absolument extraordinaires. Et dans ces intrants, il y a bien sûr les insecticides, il y a les produits utilisés, les herbicides, mais également les fongicides. Donc tous ces produits jouent un rôle important. Et en même temps, cette agriculture intensive homogénéise les paysages en plantant des centaines et des centaines d'hectares avec soit du maïs, soit du blé, etc., détruisant toute la variabilité de la flore. On a les pesticides ici qui sont indiqués, les traits écologiques des différents insectes, mais on a après l'urbanisation, on a l'utilisation des engrais, la déforestation, la disparition des zones humides, etc. Donc on voit bien les facteurs importants qui jouent un rôle sur le déclin des insectes. Mais en fait, lorsqu'on regarde d'autres publications, et notamment toutes les données qui sont données dans cette base de données qui s'appelle Statista, on s'aperçoit que ce déclin ne porte pas uniquement sur les insectes, mais va porter aussi sur les amphibiens. 40% d'amphibiens sont menacés, sont en déclin. Les végétaux, 34% des conifères sont en déclin. Les récifs coralliens, les mammifères marins, les requins et raies, les crustacés, les mammifères terrestres, les oiseaux, 14% d'oiseaux. Pour nous, entomologistes, ce qui est important, c'est les oiseaux ou les amphibiens qui se nourrissent beaucoup d'insectes. Et on voit bien que la disparition des insectes joue également un rôle important, expliquant la disparition de ces prédateurs. Voilà. Et au total, lorsqu'on analyse ces données, on s'aperçoit que le nombre d'espèces animales et végétales qui sont menacées d'extinction, c'est de l'ordre de 1 million d'espèces. À titre d'exemple encore, en regardant simplement les bourdons, bumblebees, les bourdons à travers l'ensemble des continents, lorsqu'on regarde comment le changement climatique, donc le réchauffement climatique, comment ce réchauffement agit sur les bourdons, sur la baisse de biodiversité des bourdons, on s'aperçoit en rouge, le rouge c'est de moins 30% à moins 35%, on voit que les zones d'Europe du sud-ouest, donc la France du sud-ouest, mais aussi l'Espagne, sont vraiment impactées, et de même que certaines régions d'Europe centrale, par cet impact du réchauffement climatique sur la disparition des bourdons. Et je vous rappelle que le point chaud de biodiversité des bourdons en Europe, c'est la vallée de l'Aisne dans les Pyrénées-Orientales, et notre collègue Pierre Rasmont, qui est à Mons en Belgique, et qui depuis des années et des années, avec ses étudiants, a suivi les populations de bourdons dans cette vallée, il les a vus disparaître petit à petit au fur et à mesure que le climat se réchauffait. Il y a des espèces qui sont remontées de plus en plus haut et puis qui ont disparu. Et voilà, donc on a un certain nombre de données qui sont publiées et qui sont disponibles. De façon plus pratique, regardons le miel en France. La production nationale de miel, en lien avec la disparition des abeilles, en 1995, la production nationale était de 32 000 tonnes. Et donc, elle a baissé en 2013, on est à moins de 15 000 tonnes. Et donc, forcément, on importe de plus en plus de miel de l'étranger, 6 à 7 000 tonnes importées en 1995 et plus de 26 000 tonnes importées en 2013. En lien avec ça, le nombre de ruches est passé de 1 35 000 ruches
à peu près 1 200 000 ruches en 2013. Et le nombre d'apiculteurs a baissé lui également de 85 000 recensés en 1995 à un peu plus de 70 000 en 2013. Et il est vrai qu'entre 2011 et 2013, on a une petite réaugmentation à la fois du nombre d'apiculteurs et bien sûr du nombre de ruches, mais quand même, la baisse colossale de la production nationale de miel est quand même inquiétante. C'est pareil, on pourrait illustrer cela en montrant votre table au petit déjeuner avec des pollinisateurs, avec le miel, avec la confiture, avec le lait, les pommes, les fruits, etc. Et sans pollinisateurs, il vous reste ça. Il vous reste les tartines de pain, il vous reste du lait et puis éventuellement des cornflakes faits à partir du maïs. Et donc, avec la présence des abeilles, vous avez à votre disposition tous ces légumes et tous ces fruits. Et sans les abeilles, il ne vous reste plus que cela. Donc, en gros, 35% de nos récoltes dépendent des pollinisateurs, disait Jean-François Sylvain dans un numéro pour la science assez récent. Il faut noter aussi, et j'ai retrouvé ça assez récemment, c'est qu'on pourrait retrouver une quantité d'informations extraordinaires en regardant les publications des ornithologues, par exemple, puisque nos oiseaux se nourrissent d'insectes, mais aussi d'herpétologues, les gens qui étudient les batraciens et les reptiles, qui analysent les repas de ces êtres vivants, de ces vertébrés. Et donc, il y a un site américain, EntoGem, qui essaye effectivement de rassembler toutes les informations disponibles, toute cette littérature qui n'a pas encore été analysée et qui est celle des ornithologues et des vertébristes en général pour tous ces animaux qui se nourrissent d'insectes. Donc, au final, ce qu'il va nous falloir, c'est repenser le modèle agricole. Les responsables du déclin, on l'a vu, c'est l'agriculture intensive, avec l'artificialisation générale des paysages, la suppression des haies et des bosquets d'arbres, la destruction massive des habitats naturels des insectes et l'utilisation des pesticides et des polluants chimiques en général. Je vais citer ici le rapport de l'IPBES de 2019. Les récentes recherches axées sur les insecticides à base de néonicotinoïdes témoignent d'effets létaux et sublétaux sur les abeilles, ainsi que de certaines répercussions sur leur rôle de pollinisateur. Et une étude récente apporte la preuve d'impact des néonicotinoïdes sur la survie et la reproduction des pollinisateurs sauvages. Ne pensez pas uniquement, comme je le disais tout à l'heure, aux abeilles domestiques, mais c'est l'ensemble des pollinisateurs, donc y compris toutes les abeilles, tous les hyménoptères qu'il faut prendre en compte. Donc les recommandations, c'est l'interdiction des néonicotinoïdes, réduire drastiquement l'usage des phytosanitaires. Il faut une forte réorientation de notre agriculture vers l'agroécologie et aussi des actions individuelles des consommateurs, de vous tous, qui est acheter bio. Je cite ici une phrase de Samuel Jolivet, le directeur de l'OPI. La permaculture et l'agriculture biologique sont des pistes, mais encore trop minoritaires. Et encore pour cette dernière, on voit déjà ses travers lorsqu'elle s'industrialise. Donc il faut faire attention effectivement que l'agriculture dite biologique ne devienne pas une agriculture industrielle. Voilà, il faut privilégier le bio et privilégier les circuits courts en particulier. Bon, eh bien, pour terminer, dans les perspectives sur ce graphique, on a ici les insectes et sur la gauche, les différents facteurs qui jouent sur le déclin, tous ces facteurs qui jouent un rôle sur le déclin des insectes. On a vu la perte d'habitat, la fragmentation des habitats, la pollution, les espèces invasives également, faire attention à ne pas importer avec nos bagages venant de l'étranger des insectes ou des plantes qui peuvent impacter nos écosystèmes, le changement climatique, la surexploitation d'un certain nombre d'espèces et aussi la co-extinction qui fait que quand on fait disparaître une espèce, toutes les espèces qui vivent avec, que ce soit ces parasites, ces ectoparasites, vont disparaître également. Et donc, on a ici, de l'autre côté en bleu, les conséquences qui sont les pertes d'abondance et de biomasse, les différences qu'on va observer
dans le temps et dans l'espace, l'impact que ça peut avoir sur la diversité phylogénétique avec cette disparition de certaines espèces. Les insectes, on l'a dit, jouent un rôle fonctionnel extrêmement important dans nos écosystèmes, et donc cette diversité fonctionnelle risque de disparaître, et également tous ces réseaux dans les chaînes trophiques en particulier. Donc on va avoir une perturbation importante de ces chaînes trophiques. Voilà. Donc j'ai emprunté cette image à Bruno Michel. Regardez ce tableau qui a été fait uniquement avec des ailes de papillons et en particulier des ailes de morpho dont on sait cette couleur bleue physique tout à fait extraordinaire. Donc, combien de papillons pour réaliser cette décoration? À Montpellier, on a un bistrot qui s'appelle l'Élytre et dont le plafond est recouvert entièrement des litres de coléoptères, des élytres vertes. Combien de coléoptères ont disparu pour réaliser ces tableaux? Merci pour votre attention et arrêtons le massacre. Merci, au revoir.